Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne. Vous n'entendez pas? Ok. Le son fonctionne? Ok. C'est bon, ouais, il faut que vous scanniez pour ceux qui n'ont pas les informations pour, à mon avis, écouter. Alors, donc j'espère que vous allez bien. Ravi de parler avec vous donc, de recrutement ce matin. J'avais dernièrement un de mes amis au téléphone qui est entrepreneur et donc qui a une entreprise qui fonctionne extrêmement bien. Il fait de la croissance, tout fonctionne, les indicateurs sont au vert et pourtant il a essuyé 2 mauvais recrutements à la suite. Donc il a d'un certain côté, il est fier de son entreprise et d'un autre côté, il a une certaine perte de confiance en lui parce qu'il a essuyé 2 mauvais recrutements. 2 mauvais recrutements, c'est énormément de temps de perdu. C'est une certaine frustration. C'est aussi des conversations qui ont été difficiles, qui ont dû avoir lieu avec des collaborateurs, pourquoi pas, peut-être pour terminer leur période d'essai ou que sais-je. Donc c'est des moments difficiles et cet ami est venu me voir avec un certain, avec un manque de confiance dans sa capacité à mener son entreprise et à l'amener vers plus de croissance. Et en échangeant avec lui, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Qu'il a passé finalement assez peu de temps sur certains aspects qui sont absolument essentiels dans le recrutement, c'est-à-dire notamment la définition de besoins, on va en parler, et finalement beaucoup trop de temps sur d'autres aspects qui vont être recevoir des candidats sur beaucoup de process, des longues présélections. Donc moi, durant cette masterclass d'à peu près 45 minutes, donc à peu près 30 minutes donc de présentation et 15 minutes de questions-réponses, je vais vous expliquer en 3 étapes simples comment mon ami, ou comment peut-être vous, ou des personnes que vous connaissez, ou des situations que vous vivez au sein de votre entreprise, je vais vous livrer 3 clés donc dans un plan pour avoir des recrutements de vos premiers collaborateurs ou autres, des recrutements les plus pertinents, efficaces possibles. On voit beaucoup de formations sur Internet en ce moment sur comment maximiser la croissance avec un tunnel de vente. Bon, il y a un peu de tout, il y a du vrai et du faux là-dedans. Là, moi, je vais vous donner les clés d'un des leviers sûrement le plus puissant possible pour avoir de la croissance, c'est-à-dire l'humain, et donc une bonne recrue qui va vous aider à booster votre entreprise. Alors, qui suis-je pour vous parler de ça? Donc moi, je suis Maxence de la Fouchardière, donc j'ai un cabinet de recrutement de commerciaux qui s'appelle Équipage. Moi, j'ai 12 ans d'expérience dans le recrutement, que j'ai fait à la fois en entreprise, donc sur des fonctions de direction, mais aussi en cabinet de recrutement. Je suis aussi formateur donc, dans le recrutement sur des techniques de vente, de négociation et de leadership. Et mon site internet voilà, qui s'appelle équipage.fr. Alors, concernant les parties, tout d'abord, on va parler donc, du lancement du recrutement. Élément extrêmement important. Deuxièmement, le processus de recrutement. Et enfin, l'intégration. Voilà, moi je pense que les 3 sont intimement liés évidemment, donc on va aborder les 3. Alors, tout d'abord, le lancement du recrutement. Ce qui est souvent dit dans le recrutement, c'est que le lancement, c'est l'étape reine du recrutement. Un bon lancement, c'est ce qui va faire que vraiment notre recrutement est efficace et réussi. Et c'est à l'inverse, souvent les erreurs que je vois traditionnellement, c'est finalement un lancement tout petit, on passe très peu de temps et au contraire, on passe beaucoup de temps à rencontrer des candidats. Donc, élément indispensable pour bien se poser. Tout d'abord, les objectifs. À quoi va servir ce recrutement? Et moi, ce que j'aime dire, je discutais l'autre jour avec un directeur commercial qui me disait «
Moi, dans mon entreprise, tout le monde sait me dire en une phrase ce à quoi il sert. En quoi est-ce que c'est lié au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise ou au développement de l'entreprise? Ça, c'est un élément clé. Donc, le recrutement, c'est un moyen pour atteindre vos objectifs. Donc, on parle en premier de l'objectif et après du profil. Donc, quel est l'objectif du poste? Peut-être prendre des rendez-vous pour vous-même, peut-être développer une fonctionnalité. Quel est l'objectif précis et simple? Comment cet objectif va-t-il se décomposer? Est-ce que ça va être, comment est-ce qu'il va pouvoir être décomposé à 6 mois, 12 mois, 24 mois, pourquoi pas, peut-être même à 1 mois? Et quels vont être les indicateurs de succès concrets, donc les KPIs? Alors moi, je vois souvent l'erreur de personnes qui vont recruter la personne qui après définissent ses objectifs. Enfin, erreur, c'est compliqué, on sait bien que la situation de l'entreprise, parfois, on fait comme on peut et on avance comme on peut. Dans les faits, moi, je vous propose de plutôt réfléchir à ça avant de lancer votre recrutement. Et est-ce que le besoin est stratégique et est-ce qu'il est justifié? Là, je vous parle notamment en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous recrutez pour des bonnes raisons? Parfois, on peut être tenté de recruter parce qu'on se sent seul en tant qu'entrepreneur. Je vous dis ça parce que moi, je suis moi-même à mon compte. J'ai une petite entreprise. Voilà, on est 4 personnes. Donc au début, eh bien, on est tout seul à travailler. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. Parfois, on fait de son mieux pour essayer de trouver les choses, trouver des solutions. Et on peut être vite tenté de recruter quelqu'un pour briser cette solitude. À mon avis, je pense que c'est une mauvaise raison pour recruter. Donc, est-ce que c'est un vrai besoin ou est-ce que c'est peut-être pour vous avez besoin de validation, de justification? Auquel cas, peut-être que vous tournez vers des amis ou travaillez dans des coworking, peuvent être d'autres solutions adaptées. J'attire vraiment votre attention parce qu'en discutant, c'est un point important. Ce que je vous propose, c'est pour les questions, c'est plutôt de les poser à la fin, une fois que j'aurai déroulé la présentation. Alors, maintenant, là, vous avez défini l'objectif du poste avec une manière d'atteindre avec des indicateurs pour voir si la personne a atteint ou pas ses objectifs. Donc maintenant, on va tout simplement passer au budget, au profil recherché. Et donc là, la première question, c'est quel est votre budget? Ça, c'est la question avant de se dire je veux ceci, je veux cela. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre? En fonction de ça, évidemment, votre profil va pouvoir changer. Quel type de contrat est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Un CDI, donc le contrat classique, mais il y a beaucoup d'autres solutions en tant qu'entrepreneur. La définition pour moi d'un entrepreneur, c'est essayer de faire beaucoup avec pas grand-chose. Donc pourquoi pas, typiquement, de l'alternance. L'alternance, vous avez très peu de charges sociales, vous avez les aides de l'État, donc c'est très intéressant. C'est aussi un recrutement à proprement parler, typiquement des alternants qui sont sur 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, c'est un vrai recrutement. Donc il n'y a pas de sous-recrutement ou autre, c'est une étape de recrutement. Du freelance, de l'intérim, etc. Donc quelle formule sert au mieux vos objectifs? Et alors là, moi je vous invite pourquoi pas aussi à faire un benchmark. Renseignez-vous, est-ce que le type de poste que vous recherchez existe sur le marché? Souvent, un conseil que je donne à des clients, même quand ils sont encore dans la réflexion sur le type de profil qu'ils vont rechercher, c'est contacter des gens qui font ce métier sur LinkedIn. Regardez sur LinkedIn si des gens font ce métier, quel est leur salaire, et interviewez ces gens. Quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs métiers, quels sont leurs challenges, qu'est-ce qu'ils aiment faire sur leur métier. Et plus vous aurez une vision précise de ce métier, plus vous serez à même d'avoir une job description qui sera alléchante pour ce type de profil. Donc là, maintenant, vous avez défini votre objectif, vous avez globalement une idée de votre budget, du type de contrat. Et bien là, on va passer à l'étape de la grille de compétences. Voilà, qu'on appelle souvent la scorecard dans le jargon du recrutement. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une grille très simple avec le type de compétences que vous allez rechercher. Quelles compétences va avoir besoin la personne qui sera recrutée pour atteindre ses objectifs?
Est-ce que c'est des compétences comportementales? Est-ce que c'est des soft ou des hard skills? Est-ce que ce sont des compétences indispensables ou est-ce que ce sont juste des nice to have? Et qui va les évaluer dans le process de recrutement? J'attire votre attention. Les grilles de compétences avec 15 compétences, je pense que c'est rarement une bonne idée. Je dis rarement parce que ça dépend des situations. Moins vous avez de compétences, plus vous pourrez être précis dans l'évaluation de ces compétences. Donc, entre guillemets, essayez de faire réduire à la cuisson un maximum ces compétences pour arriver aux compétences indispensables. Je vous dis ça aussi en tant qu'entrepreneur, parce que quand on est entrepreneur, parfois on n'a pas forcément un budget infini. Donc réfléchissez aussi à quelles compétences est-ce que je vais pouvoir apprendre à la personne pour qu'elle soit efficace rapidement. Est-ce que cette compétence c'est un indispensable ou est-ce que cette compétence, je vais passer 2 semaines avec elle et je vais lui apprendre? Comme ça vous permettra peut-être d'avoir des profils qui ont moins de concurrence sur le marché de l'emploi, de donner plus la chance à des personnes qui seront peut-être plus impliquées. Quand vous offrez, vous apprenez quelque chose à quelqu'un, évidemment en termes de puissance sur le poste et d'implication, la personne sera évidemment beaucoup plus impliquée. Donc je vous invite vraiment à avoir une réflexion stratégique par rapport à la définition de cette grille de compétences. Et finalement, vous posez tout simplement la question, OK, moi en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi mes forces? Qu'est-ce qui va me différencier des autres entreprises? Il y a peut-être des milliers d'entreprises qui font la même chose que moi. Moi, typiquement, j'ai une boîte de recrutement. Il y en a des milliers qui font la même chose que moi. Mais du coup, quelles vont être mes forces en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui va me différencier des autres? Et à l'inverse, quelles vont être mes faiblesses? Qu'est-ce que moi, je ne vais pas pouvoir forcément offrir aux autres personnes que d'autres entreprises pourront offrir? C'est très important d'avoir un regard très honnête sur vous-même parce que vous allez être là pour attirer les meilleurs. Et les meilleurs, ils voient très bien ce genre de choses. Donc autant avoir un discours de vérité avec ces candidats. Voilà, donc là, vous êtes au moment où vous avez défini les objectifs du poste, le budget, le type de contrat, vous avez une idée assez précise de la grille de compétences que vous devez rechercher chez le candidat. Et bien maintenant, vous devez passer à la rédaction de cette annonce. Alors, moi, je vais vous donner quelques caractéristiques d'une job description efficace et qui convertit. C'est un système de conversion, une job description. Déjà, pertinente. Le 80-20 de la réussite d'une job description, c'est est-ce qu'il y a le bon intitulé de poste? Est-ce que vous allez cibler les bons candidats? Mettez-vous à la place du candidat. Si la personne recherche un nouveau job, quel type de mots-clés est-ce qu'il va taper sur les job boards? Voilà, donc évitez, à mon avis, les noms de postes un peu alambiqués. Est-ce que vous êtes transparent? Il y a beaucoup de stats là-dessus sur le fait que vous ayez beaucoup plus de réponses à vos annonces si vous indiquez très clairement le salaire. Et puis tout simplement, ça va vous permettre de filtrer tout de suite et de passer moins de temps avec des candidats qui ne sont pas en lien avec votre budget ou avec votre cible. Et autre levier, je vous dis ça aussi un peu pour tirer la couverture de votre côté, parce que vous êtes entrepreneur, c'est beaucoup plus compliqué de négocier un salaire quand la rémunération est affichée tout de suite. Le candidat vous dit oui, mais moi j'aimerais ceci, ok. Nous, on a été clair dès le début. Est-ce que c'est humain? C'est hyper alléchant de voir une annonce dans laquelle on donne un peu plus de détails sur qui va être l'équipe, qui va être la personne qui va nous former, ajouter quelques détails assez sympas, ça ajoute beaucoup d'humanité dans l'offre d'emploi. Mettez-vous à la place du candidat qui va tout simplement passer beaucoup de temps dans l'entreprise, donc il va souvent rechercher ça. C'est d'ailleurs un critère très important pour les candidats. Est-ce qu'elle est synthétique? On sait que dans les job boards, les annonces courtes sont beaucoup plus poussées par les job boards, par les algorithmes des job boards. Et on sait aussi qu'il y a beaucoup plus de candidatures sur les annonces courtes. Et claires et sans jargon. Voilà, mettez-vous à la place du candidat. Est-ce que la personne va comprendre les mots que j'utilise?
et concrète, hein. Plutôt que de dire on est une entreprise ambitieuse, on est une entreprise qui a fait plus 20% de chiffre d'affaires avec, je sais pas, 20 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Ça, c'est très concret, ça parle. C'est les bases en fait du copywriting, hein. C'est l'écriture pour la vente. Et engagé, on a aussi beaucoup plus de chances d'avoir des candidats en mettant un appel à l'action. Donc, on peut même très bien dire, si vous vous sentez, si vous êtes intéressé par le poste et peut-être même que vous doutez sur vos compétences, eh ben, n'hésitez pas à postuler. Comme ça vous permettra aussi peut-être d'avoir des candidats plus motivés ou d'autres candidatures qui peut-être n'auraient pas osé. Voilà, donc là, vous avez rédigé votre annonce de recrutement et bien maintenant, il va falloir la poster pour essayer de récolter un maximum de candidatures. Comment faire? Alors déjà, vous avez des annonces gratuites. Le site de France Travail qui est bien. Vous pouvez vous y inscrire assez facilement. L'Indeed aussi. Indeed, les annonces sont repostées. Il y a un outil gratuit qui permet de les avoir. Vous allez avoir l'APEC aussi. Et vous avez aussi le droit à 2 slots d'annonces sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez aussi des CVTech gratuites. Donc pour ceux qui ne savent pas, une CVTech, c'est une base de données de CV dans laquelle vous pouvez piocher. Donc vous avez par exemple l'APEC, vous avez aussi France Travail. L'APEC est très bien faite. France Travail, je trouve qu'elle est un peu plus compliquée. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder. Hein. C'est une source de candidature très intéressante. Et évidemment, la cooptation et le réseau. Cooptation, en fait, c'est tout simplement faire part auprès de votre réseau du fait que vous recrutiez pour recevoir des candidatures. C'est très important de tout mobiliser. Et enfin, la chasse LinkedIn. Alors, on sait qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, on essaie toujours de faire beaucoup avec pas grand-chose. Vous avez un abonnement, par exemple, Sales Navigator sur LinkedIn qui est gratuit le premier mois. Donc, vous pouvez prendre un petit abonnement et je crois que vous avez une centaine de crédits. Donc, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même très bien faire des demandes de connexion sur LinkedIn avec un message très impactant à des candidats. Ça peut vous permettre d'avoir aussi certaines candidatures et de cibler des personnes. C'est aussi une manière. Hein. Et vous avez aussi des cabinets de recrutement, donc souvent qui vont être spécialisés par domaine d'activité, et qui vont prendre votre besoin de recrutement et vous trouver des bons candidats. Voilà. Mais ça, c'est un moyen qui est plus onéreux. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de faire appel à des freelances, avec des plateformes de freelancing, à peut-être des sociétés d'intérim, contacter directement des écoles si dans leur réseau, ils ont aussi quelque chose, ou même des alternants, etc. Voilà. Donc là, à ce stade, vous aurez déjà fait mieux qu'une grande partie de gens qui se lancent dans le recrutement, souvent un peu tête baissée, et qui se mettent tout de suite à rencontrer des candidats avec une annonce un peu aléatoire. Donc, on a vu rapidement, 1, le budget, 2, le type de contrat, les objectifs, etc. La fiche de poste bien rédigée. Et là, on arrive au processus de recrutement. Le processus de recrutement. Alors, là, normalement, si vous avez une annonce, vous allez commencer à recevoir certaines candidatures. Moi, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, un écueil souvent que je vois dans le recrutement, c'est les gens qui perdent beaucoup de temps en présélection avec des candidats qui ne sont pas en cible. Il faut être extrêmement rapide et bref pour ne pas perdre de temps. Donc moi, je vous propose ma petite technique que moi-même j'utilise. Donc voilà. Quand je fais une présélection, moi, ça dure 15 minutes. Dans un premier temps, déjà, pour voir si on est en cible. Abordez tout de suite le salaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon conseil. Vous faites évidemment comme vous voulez. On ne perd pas de temps. Est-ce que vous êtes aligné avec ça ou pas? La mobilité. Est-ce que vous êtes mobile à tel endroit? Est-ce que c'est OK pour vous? Peut-être même parler tout de suite du rythme de télétravail, si c'est quelque chose d'important. Les compétences clés. Voilà, moi, juste, comme indiqué dans mon annonce, j'ai besoin d'une personne qui a tant d'expérience sur la maîtrise de ce logiciel. Est-ce que c'est bien le cas? En gros, c'est un peu l'image d'un seau que l'on remplit de cailloux. Vous voyez? Dans le seau, on va tout de suite essayer de faire loger les grosses pierres. Mais les grosses pierres, c'est le salaire, la mobilité, des compétences clés. Est-ce que la personne, après, est-ce que la personne est OK? OK, donc là, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je présente dans les grandes lignes
l'entreprise, le contexte, le poste. Je lui dresse un portrait rapide. Et tout simplement, suite à quoi je dis au candidat, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes intéressé? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fonction de son retour, généralement, j'échange quelques mots par rapport au poste ou quelques questions pour questionner le candidat sur ses compétences. Et voilà. Donc ça, cette étape, moi, généralement, ça me permet de filtrer 80% des personnes. Donc c'est très important de filtrer pour allouer votre temps au bon endroit. Donc, vous demandez tout simplement au candidat de se positionner, ou même si le candidat a besoin de réflexion, tout simplement d'y réfléchir. Et de vous dire tout simplement, OK, ce candidat ou cette candidate est intéressante, je lui propose un entretien. Maintenant, je vais vous parler des entretiens. Quel est l'objectif de votre processus de recrutement? En fait, l'objectif, c'est de lutter contre l'écueil des entrepreneurs qui vont rencontrer des gens un peu au feeling pour avoir des discussions avec eux. À quoi sert votre entretien? Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'à la fin de l'entretien, vous voulez savoir? Globalement, est-ce que la personne va maîtriser cette compétence ou pas? Limité à 2-3 entretiens, bon, vous verrez, la littérature scientifique est assez intéressante dans le domaine. Google avait expérimenté pendant un moment. Ils rencontraient beaucoup de fois les candidats sur une dizaine d'entretiens. Et en fait, ils se sont rendus compte que la qualité des entretiens était la même avec peu d'entretiens, avec 2-3 entretiens que 10 entretiens. Donc ça, c'est intéressant. Soyez ultra réactifs. Une des clés pour les bons candidats, c'est qu'ils se sentent, tac, tout de suite, on a une réponse, on a des échanges, on les tient au courant. Les bons candidats les candidats de manière globale sont extrêmement sensibles à ça. Ça va clairement faire beaucoup plus adhérer les personnes au projet. Être réactif, être transparent, dire où on en est, etc. Et demander du coup au candidat d'être réactif aussi et d'être transparent. Est-ce qu'il a d'autres process? Quels sont ses doutes, etc. Donc définissez clairement les critères d'évaluation, on en a parlé. Mais donc, comment est-ce que vous allez évaluer ces critères d'évaluation? Alors, si vous voulez savoir la meilleure manière d'évaluer une compétence, moi je vous donne la réponse, c'est un cas pratique. C'est vraiment le plus sûr, d'après la littérature scientifique, le meilleur moyen d'évaluer une compétence, c'est de mettre en place un cas pratique. Quelle situation est-ce que le candidat va vivre sur le poste? Comment est-ce que vous allez l'évaluer? Est-ce que vous pourrez le mettre en situation pour tester les compétences à l'aune de ce cas pratique? Et voilà, évidemment, couvrez les angles morts, que ce soit le déplacement, le management, le télétravail, etc. Et si le candidat correspond, vendez-vous. Je vous le dis, vendez-vous. Comment est-ce qu'on fait une vente concrètement? On dit souvent qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui arrive à capter le besoin de la personne en face de lui. Eh bien, c'est pareil pour le recrutement. Quels vont être les besoins du candidat? Quel va être son job idéal? Demandez-lui, posez-lui la question si vous sentez que le candidat fit. Quel est votre job idéal? Et en lien avec ce que la personne va vous dire, argumentez. Voilà, donc là, on est à l'étape où globalement, vous avez l'objectif de votre poste, le budget, la fiche de poste, vous avez commencé à rencontrer des candidats, vous avez fait des présélections. Normalement, vous avez filtré 80% des candidats qui postulent. Vous avez quelques entretiens bien ciblés avec des candidats qui sont déjà en cible. Et là, ce que je vous souhaite, vous avez la situation du discernement. C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon candidat ou la bonne candidate? Ça, c'est une situation qui parfois est exigeante. Hein. Vous le savez, vous l'avez vécu, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une situation qui est exigeante. Moi-même, quand je recrute pour moi, je me rends compte, ça me fait du bien parce que je me remets aussi à la place de mon client et ça me fait du bien. C'est un exercice extrêmement exigeant. Alors, moi, je vais vous donner quelques pistes que je propose de manière générale pour vous aider à prendre la bonne décision.
Un, c'est évident. Est-ce que le candidat match avec les critères que vous allez rechercher sur le poste? Ça paraît bête, mais c'est la base de ça. Deuxièmement, et alors là, je sais que peut-être certains recruteurs seront un peu moins en lien avec moi. En tout cas, moi, je crois beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire, en fait, l'intuition nous fait penser, enfin, parfois l'intuition est mal comprise. On dit que l'intuition, ça peut être des biais cognitifs ou autres. Non, en fait, l'intuition, c'est aussi peut-être la somme des expériences que l'on a vécues en tant que personne, que notre cerveau va prendre, va analyser et va nous faire remonter des signaux. Donc en fait, moi je pense que les signaux faibles ou les choses que vous voyez dans l'entretien vont être clés. Votre intuition est vraiment à prendre en compte. Vous allez bosser H24 avec la personne. Donc est-ce que vous dit votre intuition? Voilà, c'est peut-être un peu moins dit dans la littérature scientifique, donc j'assume d'être un peu différent par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les signaux faibles. Alors, un signal faible intéressant, c'est notamment est-ce que le candidat va être poli? Est-ce qu'il va être empathique, peut-être dans sa négociation? Est-ce que l'organisation du process de recrutement se fait facilement? Jugez vraiment les petites interactions simples avec le candidat. Et enfin, le fit humain. Hein. Vous allez bosser avec la personne, hein, donc ne l'oubliez pas. Hein. Est-ce que ça va être simple pour vous d'aller boire un café avec la personne et de discuter boulot? En fait, c'est bête, on n'est pas là pour s'embêter, hein. On est là pour passer un bon moment. On est là pour travailler, c'est votre projet, vous êtes fiers de votre projet. Donc on est là pour passer un bon moment avec la personne. Donc est-ce que le fit est là? Ça, c'est vraiment quelque chose de clé aussi. Donc là, globalement, vous avez une liste de candidats, vous vous dites, OK, lui ou elle match avec les critères, j'ai un bon fit avec la personne, et je sens que dans les interactions, c'était assez simple. Donc je me dis, ben, pourquoi pas lui faire une proposition. Alors, la proposition. La proposition, pour moi, c'est un élément clé de la relation managériale. C'est la première clé de voûte de toute relation managériale. Donc, en gros, l'écueil à éviter, de mon point de vue, c'est ne pas faire une proposition dans un coin de table ou appeler la personne quand elle est dans un couloir de métro ou autre. Je te fais la proposition, je te propose tel salaire, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi ce que je vous propose, c'est vraiment d'organiser un meeting avec la personne en lui disant, voilà, on pose les choses, la personne est prête, elle est disponible pour lui faire part de votre proposition et créer évidemment et poser la pierre de votre premier acte managérial. Comment est-ce qu'on fait une proposition? En fait, il y a différentes manières de faire. Là, je vous parle vraiment, moi, ce que j'aime faire. Déjà, j'aime dire ce que j'aime chez la personne, ce qui m'a plu, que la personne se sente valorisée et pourquoi est-ce que ça a été cette décision, pourquoi est-ce qu'on a choisi de recruter cette personne, peut-être versus les autres. On a choisi ton profil ou votre profil, ça dépend de votre relation avec la personne, par rapport à telle compétence, telle compétence, telle compétence. Donc on est vraiment heureux, montrer de l'enthousiasme, de vous faire cette proposition. L'enthousiasme, c'est clé pour vendre un projet, surtout quand on est entrepreneur. Et ça fait vraiment, je peux vous dire, ça fait changer de point de vue certains candidats. Donc montrer de la joie et de l'enthousiasme et de l'énergie quand vous faites votre proposition. Et donc tout simplement, voilà, quelles vont être les conditions financières? Donc listez bien évidemment donc, les différentes conditions, votre projet, et puis pourquoi pas donc garder le contact avant la prise de poste. Alors pour ceux qui ne le savent pas, peut-être certains d'entre vous sont entrepreneurs, la promesse d'embauche et le contrat de travail ont la même signification juridique. Donc une promesse d'embauche, globalement fait office de contrat de travail. Voilà, donc là, vous avez intégré la personne, enfin vous avez fait la proposition à la personne, qui l'a acceptée. Félicitations, bravo.
Et donc là, on va parler tout simplement de l'intégration. L'intégration, tout d'abord, donc ça va être de préparer l'arrivée. Il faut que la personne se sente attendue, elle se sente accueillie. Est-ce que son PC est prêt? Est-ce que ses outils sont accessibles? Limite, moi ce que j'aime bien faire quand j'intègre des personnes, c'est que les personnes pendant les 2 premières semaines, elles aient un agenda déjà organisé avec toutes les étapes pour que la personne puisse monter le plus vite en compétences. Généralement, il y a pas mal de stats intéressantes côté candidat. Le candidat va tout de suite savoir s'il a envie de rester dans l'entreprise au bout des premiers jours. Donc plus vous allez être carré dans votre onboarding, déjà plus la personne va pouvoir tirer le meilleur d'elle-même et vous apporter un maximum, et plus la personne aussi aura envie de se projeter et de se la donner pour votre projet. Donc c'est ça aussi. Donner du sens. Ça, c'est un point qui est intéressant. La motivation est beaucoup plus puissante quand elle vient du pourquoi plutôt que quand elle vient du comment. Si on vous dit, OK, vous allez simplement distribuer des cadeaux à Noël, bon, votre motivation, elle va être sûrement limitée. Si on vous dit, tu vas donner de la joie à des enfants, peut-être qui sont dans le besoin ou n'importe quoi, il y a des chances que votre motivation soit beaucoup plus puissante et que vous alliez vous la donner beaucoup plus sur votre job. Donc, insistez toujours sur le pourquoi dans votre intégration, dans le pourquoi, dans les tâches, pour que la personne maximise son impact dans votre entreprise. Voilà, les missions, les valeurs, l'impact concret du poste. Donc, rappelez-lui en quoi son poste à lui va permettre d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé avec votre entreprise. Et enfin, créer du lien. Alors moi, j'ai mis impliquer l'équipe. Si vous êtes tout seul, pourquoi pas impliquer peut-être même vos prestataires ou les gens avec qui vous travaillez, ou peut-être présenter la personne tout simplement à vos clients. Et organiser aussi donc, des moments d'échange. Un déjeuner, un moment un peu convivial. Voilà, c'est vraiment sympa de marquer le coup pour cette intégration. Les collaborateurs souvent s'en souviennent. Une bonne intégration, ça crée les bases d'une superbe relation de travail, une relation humaine au fond. Et voilà, et enfin, organiser donc des rendez-vous réguliers. Pourquoi pas un point tous les matins, tout va dépendre de votre bande passante, de la seniorité évidemment de la personne. Et demander aussi des feedbacks dans les 2 sens. Qu'est-ce que vous pensez de la personne? Qu'est-ce que l'autre personne sent par rapport à vous? Avoir un discours de transparence va évidemment être positif pour votre relation, mais aussi de mettre tout de suite, de surligner tout de suite les points améliorés et à développer. Voilà globalement. Alors, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que j'ai donné quand même beaucoup d'informations. Vous devez recruter votre collaborateur. Donc, premier point, c'est le lancement du recrutement, dans lequel vous devrez réfléchir, à l'objectif du poste, le plus court, le plus simple possible. Comment est-ce que ce poste va contribuer à la croissance de l'entreprise? Votre budget, le type de contrat, le profil que vous allez rechercher, et enfin rédiger la fiche de poste et postez-la via les différents canaux que je vous ai donnés. Là, vous allez commencer à recevoir des candidatures. Donc là, c'est le processus de recrutement, la 2e étape. La présélection doit généralement filtrer une grosse partie des candidats. Donc 15 minutes de présélection, ne perdez pas de temps. Parlez tout de suite des sujets importants. Pour par la suite rencontrer les candidats les plus pertinents possibles. Évaluer ses compétences, idéalement au regard d'un cas pratique, qui est souvent la meilleure manière d'évaluer. Et enfin, posez-vous la question de votre discernement sur les candidats au regard des compétences, de votre intuition et des signaux et du fit humain. Vous faites la proposition au candidat et vient le moment de l'intégration, donc qui est le 3e point que j'ai indiqué. L'intégration, il faut que la personne se sente accueillie, que son calendrier soit organisé, soit prêt. Il faut motiver la personne par le pourquoi de son poste.
et organiser régulièrement donc, des points pour suivre l'avancée de la personne. Voilà, là normalement, si vous suivez ces étapes, en tout cas, je pense que vous mettrez beaucoup de chances de votre côté d'avoir un recrutement extrêmement puissant. Je le redis, le recrutement, un bon commercial, je vous dis ça parce que c'est mon métier, de recruter des commerciaux pour mes clients, peut délivrer 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus qu'un autre commercial. Donc c'est le levier le plus puissant et donc ça vaut vraiment le coup de vous poser sur les différentes étapes pour maximiser votre impact. C'est un accélérateur de croissance, le recrutement. C'est le levier le plus puissant pour votre croissance. Voilà. Merci en tout cas à tous. Donc moi je suis très ouvert si vous avez des questions ou autres. Voilà, on a à peu près une dizaine de minutes, donc vraiment avec joie pour répondre à vos questions, interrogations ou autres. Et dernier petit point aussi, donc avez-vous des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon adresse, c'est maxence@equipage.fr. Donc n'hésitez pas à me solliciter. En toute simplicité, voilà. Alors, je sais pas si... Ouais. Je sais pas si... Bonjour. C'était une question par rapport à la mise en place. Pas, monsieur. Oui. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas. Ah oui. Ouais, il faut parler fort alors. Par rapport au contrat BSPCE, savoir justement de quelle manière on peut les mettre en place rapidement. Alors, votre question, donc, c'est par rapport au BSPCE. Je me permets de reformuler pour que tout le monde entende. En tant que candidat ou en tant qu'entrepreneur, monsieur? Ok, bah, je vous avoue que je ne suis pas expert sur la mise en place de BSPCE. Il faut vraiment, à mon avis, que vous voyez avec votre comptable ou autre pour mettre en place ce genre de process. En effet, ça peut être un plus intéressant. Vous avez différents avantages que vous pouvez mettre. Mais en effet, le mieux vraiment, monsieur, c'est d'en faire part à votre comptable. Parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises sur comment... En fait, c'est assez technique, les BSPCE. Il faut que votre société ait un nombre d'années spécifique, qu'elle fasse un nombre de chiffres d'affaires. Donc, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, votre remarque est intéressante sur le fait que le BSPCE, c'est un outil qui peut être intéressant pour capter des bons talents. Voilà. Mais dans la mise en place, je ne saurais pas vous dire en détail. Je vous en prie, monsieur. Allez-y, monsieur. Je vous remercie déjà pour la session. En fait, j'ai une question qui vient souvent dernièrement, surtout avec la croissance du monde des startups. En tout cas, je vais parler de mon cas. Moi, je viens du Luxembourg. Donc, j'ai vu des patterns qui se répètent. Et c'est surtout quand les fondateurs lèvent les fonds, ils veulent aller très vite et du coup, ils veulent recruter vite. Et aujourd'hui, vous, comment vous faites pour aider, par exemple, les fondateurs pour arbitrer entre recruter vite et recruter juste? Parce qu'on sait très bien que le coût, il est énorme et il y a même des coûts cachés, surtout sur les salaires sur les 6-12 mois ou même la roadmap technique ou fonctionnelle qui va ralentir. Donc, comment on peut éviter ça dès le début? Merci pour votre question. C'est une très bonne question. Donc, la question pour reformuler, c'est quel est l'intérêt ou pas comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre un recrutement versus un autre, notamment dans des phases de croissance où c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'entreprises qui ont beaucoup recruté, ce qui n'a pas toujours été positif pour elles. Eh bien, c'est une situation, à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire sur ce domaine, mais à mon avis, la vraie question, c'est le pourquoi du poste. Quel est le pourquoi du poste et est-ce que la personne est tout de suite à même de voir le lien entre son poste et la croissance de l'entreprise? Et à mon avis, ça c'est un moyen absolument important pour arbitrer, souvent entre un recrutement plutôt qu'un autre. Après, il faut vraiment aller dans les détails. Chaque contexte est différent. Mais en tout cas, je pense que plutôt que de lancer des grandes séries de recrutement, si on n'est pas encore sûr de quelque chose, il faut tester, pourquoi pas, avec une première personne et ne pas tout de suite mettre en place le grand plan de recrutement alors qu'on n'a pas encore testé l'intérêt de ce poste.
il faut y aller à tâtons pour éviter aussi certains recrutements. Et c'est intéressant que vous le disiez parce que moi, j'ai bossé pas mal dans la tech et j'ai vu ce genre d'écueil. Je l'ai vu beaucoup et je pense aujourd'hui, avec du recul, c'est un peu ça que je dirais, c'est quel est le lien direct entre le recrutement et le chiffre d'affaires. Et deuxièmement, plutôt que de mettre tout de suite des grands moyens, même si on a fait une levée de fonds, il faut faire preuve de précaution lors d'un recrutement parce que derrière, il y a aussi de l'humain. Il y a des gens qui vont s'engager pour un projet. Il y aura peut-être une rupture de période d'essai si ça ne matche pas. Donc, c'est à la fois un projet professionnel pour l'entreprise d'être exigeant et d'être prudent, mais aussi pour la personne qu'on va recruter. Parce que voilà, qu'on montre à la personne que si on s'engage avec elle, le projet est bien clair, constitué et qu'on a déjà pu le tester. Ou alors, dans le cas inverse, il faut être extrêmement transparent sur le fait qu'on teste quelque chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre, Oui, à votre merci. question. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez passer, monsieur, s'il vous plaît Déjà, je vous remercie pour votre intervention. Ah, je vous vous m'entendez pas? Excusez-moi. Alors, ceux qui ont les écouteurs, je pense qu'ils entendent, les autres. Alors, J'avais une question concernant, dans mon profil, il est très difficile de trouver des candidats qui sont très techniques et j'avais dans l'idée d'aller les chercher chez ou les concurrents, les fournisseurs, de les débaucher. Est-ce que vous avez des idées pour le faire de la meilleure des manières? Parce que ça reste quand même des partenaires, quoi qu'il en soit. c'est une excellente question, merci beaucoup. Alors, donc la question était, voilà, si on veut aller débaucher donc, des personnes, enfin, n'hésitez pas à reformuler, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'il est possible de le faire ou pas? Alors moi, je vous avoue, en fait, débaucher des personnes, c'est quelque chose évidemment qui est fait dans le recrutement, c'est assez classique. Moi-même, on me demande souvent de le faire. Par contre, je mets une limite importante à la pratique. Si vous chassez une personne pour faire exactement la même chose chez vous que dans son entreprise, c'est une mauvaise idée. Enfin, c'est une mauvaise idée, sauf, en tout cas, c'est très rare et c'est souvent un peu des anomalies de marché. Je vois beaucoup de mes clients qui se cassent les dents à faire ça. Pourquoi? Parce que ça crée souvent des comportements de mercenaires. La personne va offrir son carnet d'adresse dans une autre entreprise et voilà. Il faut que vous vous mettiez, à mon avis, à la place du candidat et lui dire en quoi est-ce que c'est une opportunité de carrière intéressante pour moi. Qu'est-ce que moi je vais apprendre dans cette société versus mon autre expérience? Qu'est-ce que moi j'offre à la personne? En fait, si vous voulez recruter les meilleurs, je vous le dis, c'est la même chose. C'est la même chose dans pratiquement toutes les situations. Qu'est-ce que vous offrez à la personne et qu'est-ce qu'elle vous offre? Si le candidat ne fait que vous offrir de la valeur et vous ne lui offrez rien, vous avez toutes les chances de faire un mauvais recrutement. Et je l'ai vu beaucoup de fois, cette situation. Donc, évidemment, c'est une possibilité parce que peut-être que l'entreprise de la personne est en difficulté ou autre, ou alors le management ne lui plaît pas, mais c'est relativement des anomalies de marché et les recrutements peuvent être très longs. Donc la vraie question à vous dire, c'est est-ce que le temps passé à former la personne pour qu'elle acquiert cette compétence, est plus court ou plus long que débaucher une personne qui fait la même chose? Et je vous le dis, dans la grande majorité des cas, il y a beaucoup de compétences qui s'acquièrent très rapidement. Les patrons, souvent en tout cas, il y a beaucoup de passerelles entre les métiers. Beaucoup de patrons surestiment le délai de formation à la compétence d'une personne. Et vous offrirez un vrai chemin de carrière pour une personne qui aura réellement envie de s'impliquer dans un projet. Donc je comprends en fait très bien, souvent j'ai cette demande de la part de mes clients, mais la question c'est qu'est-ce que vous offrez au candidat? Qu'est-ce qui va faire que le job est sexy pour lui? Si vous voulez juste retirer son carnet d'adresse, vous avez les chances que la personne parte assez vite. Mais c'est une question passionnante. Ouais. Et j'aime beaucoup en parler avec mes clients, donc ça tombe bien.
Merci. Et je vois que le timer est terminé, donc à votre dispo en tout cas, si vous avez d'autres questions, même par la suite, je reste à côté. Merci beaucoup. Merci.